Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous propose maintenant une nouvelle série de vidéos. En particulier, je vais vous proposer des vidéos à thème. Alors, il n'y aura pas que ça, hein, mais là, en l'occurrence, ça va en être une. Et le thème d'aujourd'hui, ce sera comment optimiser son choix de randonnée. Je ne vais pas vous expliquer comment s'habiller, comment se chausser, comment faire son sac, parce que ça, c'est des choses qui sont vues et revues sur Internet. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos à ce sujet-là. Par contre, comment choisir sa rando de façon rationnelle, ça, j'ai quasiment rien trouvé là-dessus. J'ai juste trouvé un webinaire de la FFRP, et encore, c'était très incomplet. Et puis, je vais aussi essayer de vous fournir quelques outils pour vous aider à faire ces choix. Bon, alors ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes qui veulent choisir leur rando de manière rationnelle, donc avec des critères. Si vous faites partie des gens qui choisissez la rando en fonction de votre humeur du jour, j'ai envie d'aller là aujourd'hui, point final, c'est tout à fait votre droit, c'est tout à fait respectable, mais dans ce cas-là, cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Bon, alors on va commencer. Première chose, à mon avis, il y a trois façons de trouver sa randonnée. Soit on utilise les topos papier, soit on utilise Internet, soit on fait de la création de rando. Alors je mets à part le troisième cas, celui de la création de rando, parce que je pense que si on en est au stade de créer sa propre rando, c'est qu'on n'a pas besoin d'écouter mes conseils. Pour les deux premiers, la question, ça va être quels sont les critères de choix dont je vais avoir besoin et que je vais donc devoir chercher sur les topos et sur les sites. Accessoirement, ça va permettre de différencier les bons topos, les bons sites, des mauvais topos et des mauvais sites. Et un peu plus tard, là, je vous donnerai quelques exemples de bons sites et de bons topos. Alors, les critères dont on va avoir besoin, à mon avis, j'en vois 5. La difficulté physique, la difficulté technique, la saison, l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va faire, et puis la météo du jour. Bon, la météo du jour, c'est pas sur les topos et sur les sites qu'on va la trouver, ça sera une recherche à faire à part. Alors après, pour les quatre premiers critères, à mon avis, il n'y a pas d'ordre prioritaire. Je pense que ça dépend des circonstances et ça dépend des personnes. Bon, alors je vais commencer à traiter les critères dans un ordre aléatoire, en commençant par le niveau physique. Ce niveau physique lui-même, il se décompose, à mon avis, en 5 sous-critères: dénivelé, durée, distance, index IBP et type de terrain. Alors, le dénivelé, il faut faire bien attention que ce soit le dénivelé cumulé et non pas la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas, comme on le trouve malheureusement sur certains topos. Si c'est pas une boucle, si c'est un linéaire, bien regarder le D+ et le D-. La durée, faire bien attention que ce soit la durée sans les arrêts, puisque d'une personne à l'autre, les temps d'arrêt sur une rando sont extrêmement différents. Donc ça, ce sera à vous d'ajouter vos temps d'arrêt. La distance, bah, ça se passe de commentaires, mais c'est une donnée qui n'était pas utilisée par le passé, et notamment en montagne, parce que autant sur un terrain horizontal ou avec peu de dénivelé, la distance est quelque chose de significatif parce qu'on sait à peu près à quelle vitesse on marche. Autant en montagne, quand il y a des gros dénivelés en montée, en descente, les distances, ça veut quand même plus dire grand-chose. Ensuite, il y a l'index IBP qui, lui, se veut être un petit peu la synthèse de la dénivelée, de la durée et de la distance. C'est un truc assez récent. La définition, je vous la lis. L'indice IBP Index est un système d'évaluation automatique de la difficulté d'un itinéraire parcouru. Et ce qui n'est pas précisé, c'est que c'est fabriqué à partir des traces GPX. Cet indice est très utile pour connaître et comparer la difficulté de différents itinéraires. Il faut surtout comprendre cet indice IBP sous forme de tableau, parce que ça dépend en fait de votre préparation physique. Il faut avoir une petite idée de sa forme physique.
Et on voit par exemple sur ce tableau que si on n'est vraiment pas du tout entraîné, c'est-à-dire préparation physique très basse, un IBP de 25 ou de 30 va correspondre à une rando très difficile. Par contre, si on est bien préparé, mettons préparation physique haute, un IBP identique de 25 ou de 30 va nous donner une rando très facile. Donc bien interpréter non pas l'indice IBP brut, mais le lire en fonction de ce tableau. L'indice IBP, il a par contre un inconvénient, c'est qu'il ne prend pas du tout en compte le type de terrain. C'est pour ça que j'ai ajouté ce 5e critère à ma liste. Je veux dire par là que si on fait une rando sur un circuit avec des sentiers parfaitement bien tracés, super roulants, où on n'a même pas besoin de regarder où on met les pieds, on peut regarder le paysage, ça va pas du tout être la même chose que si on fait exactement le même parcours sur des sentiers pleins de cailloux, avec des pierres qui roulent, des rochers, enfin des marches à franchir, des branches d'arbres à enjamber, de la broussaille qu'il faudra écarter sans arrêt. Ce sera en fait deux efforts qui seront complètement différents, et ça, l'index IBP ne le prend pas du tout en compte, puisque le tracé GPX, lui, ne contient pas du tout cette information-là. Donc c'est important que sur le topo, sur le site, il y ait quelque part une information concernant le type de terrain. Ça peut être sous la forme ça peut être dans le texte, ou ça peut être aussi sous la forme de, comme sur Randonnée Semnol par exemple, d'une catégorie, rando facile, rando difficile, rando très difficile. Toujours à propos de cet indice IBP, il a par contre un gros inconvénient, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il est fabriqué à partir des tracés GPX, et les tracés GPX, eh bien, ils contiennent des erreurs. Et là, on rentre dans la discussion qu'ont souvent les randonneurs entre eux. On a fait le même circuit, on a fait le même rando le même jour, au même moment, et puis on n'obtient pas les mêmes résultats, on n'a pas le même nombre de kilomètres, on n'a pas le même dénivelé sur nos instruments respectifs. Eh bien oui, c'est pas étonnant, selon l'appareil que vous utilisez, selon l'appli que vous utilisez, selon les réglages de l'appli, eh bien, le résultat, le tracé GPX, eh ben, ce ne sera pas le même, et donc forcément pas la même dénivelé, pas le même kilométrage et pas le même IBP une fois qu'on le passe dans la moulinette. Vous voyez, il y a à la fois les différences entre les différentes applis, les différents réglages, et puis il y a les erreurs de GPS. Alors pourquoi les erreurs? Je vais prendre un exemple très simple. Vous marchez sur un sentier qui passe au pied d'une falaise. Le GPS, il vous positionne à un endroit, et puis comme vous êtes au pied de la falaise, et ben, à un moment donné, il perd des satellites. Donc son positionnement est plus aussi précis, il va vous positionner 5 ou 10 mètres un peu plus à droite ou à gauche, c'est-à-dire ça va se retrouver en haut de la falaise. Et puis vous avancez de 50 mètres, il retrouve les satellites qu'il avait perdus, il vous remet au bon endroit, c'est-à-dire en bas de la falaise. Vous marchez encore 50 mètres, il repère encore un ou deux satellites, il vous positionne à nouveau en haut de la falaise parce qu'il se trompe, parce qu'il n'a pas assez de satellites pour vous positionner correctement, et puis vous avancez encore 50 mètres, et puis vous remet en bas de la falaise. Vous voyez, si la falaise elle fait 100 mètres de haut, et ben, en l'espace de quelques minutes, il vous a ajouté 200 mètres de dénivelé positif et négatif. Et ces erreurs, elles peuvent se produire en fait à chaque fois que vous serez sur un terrain très escarpé, ou également dans des forêts très denses, dans des vallons très fermés, où il y a des pertes de satellites et donc des pertes de positionnement du GPS. Il va donc vous positionner un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et si vous êtes dans des pentes raides, eh ben, tout de suite ça fait des différences de dénivelé importants. Donc méfiance sur les calculs de dénivelé cumulé fournis par les GPS ou les applis. Alors idéalement, il faudrait que le calcul de dénivelé soit fait non pas avec un GPS, mais avec une montre altimètre qui, elle, ne fait pas d'erreur, puisqu'elle mesure la différence de pression à votre poignet, donc sans erreur de positionnement. Malheureusement, sur les sites, c'est jamais indiqué comment le calcul de dénivelé est effectué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur Randonnée Semnol, eh bien, c'est bien effectué à partir d'une montre altimètre. Voilà, j'en ai terminé avec le critère niveau physique. Alors je résume. Choisissez donc votre rando sur un topo, que ce soit papier ou internet, qui indique clairement la dénivelée cumulée,
sachant qu'il y a une marge d'erreur, et surtout ne soyez pas surpris si à la fin de la rando vous ne trouvez pas la même chose, qui indique une durée sans les arrêts. Et n'oubliez pas d'ajouter une estimation de vos propres temps d'arrêt, qui indique une distance, sachant que cette information est surtout pertinente en terrain horizontal, mais qu'en terrain vraiment montagneux, c'est surtout le dénivelé qui compte, qui indique l'indice IBP, mais surtout lisez-le par rapport au tableau de façon à prendre en compte votre propre niveau physique, et enfin qui indique le type de terrain d'une manière ou d'une autre, en gros si ce sont des bons ou des mauvais sentiers. Bon, alors on va passer au second point, le niveau technique. Donc là, moi je vois 3 points. Est-ce qu'il y a des difficultés d'orientation? Est-ce qu'il y a des pas d'escalade? Est-ce qu'il y a des passages vertigineux? Alors pour le premier point, l'orientation, vous allez rigoler, vous allez dire aujourd'hui tout le monde fonctionne avec des traces GPX, il n'y a absolument plus besoin de savoir s'orienter, il n'y a plus besoin d'une carte, il n'y a plus besoin d'une boussole, tout ça, on a mis ça au placard. Donc moi je vous réponds, premièrement, si vous fonctionnez avec un topo papier, eh ben, vous n'aurez pas la trace GPX, sauf si sur le topo il est implicitement indiqué un lien vers une trace à télécharger. Après, il y a d'autres cas. Imaginez par exemple que votre GPS ou votre téléphone tombe en panne. Ça, c'est pas, c'est assez rare, mais ce qui peut arriver, c'est qu'il tombe en panne de batterie par contre. Hein, vous avez oublié de le recharger la veille au soir, et puis le lendemain, en milieu de journée, boum, plus de batterie. Donc là, il va bien falloir sortir la carte et savoir se débrouiller sans la trace GPS. Un autre cas qui n'est pas du tout invraisemblable, hein, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, la trace GPS vous fait passer sur un sentier et puis eh ben, à cet endroit-là ça passe pas. Il y a une rivière en crue, la passerelle a été emportée, le sentier s'est éboulé, c'est un sentier qui est plus du tout fréquenté, qui est maintenant complètement envahi de ronces et de broussailles et c'est totalement impossible de passer. Et ben là aussi il va falloir sortir la carte et trouver un itinéraire de rechange. Alors évidemment, il y a une autre solution hein, au cas que je viens d'évoquer, c'est d'accepter de se perdre. Il y a des gens qui adorent se perdre, pour qui ça fait partie du charme de la rando, c'est l'aventure. Mais on va supposer que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Du coup, la vraie question à se poser, c'est est-ce que je sais lire une carte, me positionner et m'orienter? Ou alors est-ce que je fais partie des gens qui suivent uniquement la trace GPX? Alors, dans ce dernier cas, donc celui où vous suivez uniquement la trace GPX, première chose à faire, c'est évidemment d'éviter d'utiliser les topos papier, puisque généralement, il n'y aura pas la trace avec. Et ensuite, la trace que vous allez trouver sur Internet, il faudra vérifier qu'elle est bien réelle. Parce que sur Internet, malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui déposent des traces alors qu'ils n'ont pas réalisé les parcours. Alors, comment savoir si la trace est vraiment réelle, c'est-à-dire si la personne a réellement parcouru le circuit? Il faut pour ça prendre un éditeur de texte, par exemple le bloc-notes de Windows, et ouvrir le fichier GPX et regarder un peu ce qu'il y a dedans. Si vous voyez, comme ici, des eurodatages, c'est-à-dire l'heure à laquelle la personne est passée, tout au long du fichier, il n'y a pas de problème, c'est qu'il a bien parcouru le circuit. Et à ce moment-là, regardez bien l'heure et la date surtout, pour vérifier que le parcours n'a pas été fait il y a 10 ou 15 ans, auquel cas il n'aurait plus aucune valeur. Et essayez donc de choisir un fichier GPX qui a été réalisé récemment. Alors parfois il y a des petits malins qui retirent le redatage, comme moi par exemple. À ce moment-là, vous regardez l'entête, et je vous montre ici des exemples. Donc voilà un fichier enregistré avec GeoTracker, c'est l'application que j'utilise, vous voyez c'est écrit en toutes lettres. Ici un fichier enregistré avec Iphigénie, ici un fichier enregistré avec Garmin, et pour finir un fichier créé sur ordinateur. Vous voyez, les entêtes ne sont pas du tout les mêmes, il n'y a pas d'indication, donc ça c'est à éviter absolument. Maintenant, deuxième cas, vous savez vous orienter, vous utilisez une trace GPX ou pas, hein, mais en tout cas vous savez vous orienter. À ce moment-là, ce qu'il faut essayer, c'est de savoir s'il y a des difficultés d'orientation. Par exemple, une rando où aucun sentier n'est balisé, où il y a de très nombreux carrefours, ou alors où il y a des passages hors sentier.
Et là, encore une fois, c'est là qu'il va falloir choisir la bonne source d'information, c'est-à-dire le bon topo. Donc il faudra trouver des topos où ce genre d'information est bien indiqué. Problématique sera la même avec la présence de pas d'escalade ou de passage vertigineux. Il faudra que ce soit indiqué dans le topo. Donc encore une fois, le choix du topo, c'est très important. Donc en résumé, ce qu'il faut, c'est préparer sa rando. Prendre un peu de temps pour ça, par exemple la veille au soir. Donc maintenant, vous avez trouvé votre topo ou votre trace GPX. Vous allez maintenant utiliser l'outil Géoportail. Donc soit vous utilisez un ordinateur et vous allez directement sur le site Géoportail, soit vous utilisez le téléphone et vous allez aller sur la Play Store ou sur l'App Store pour télécharger l'appli qui ne s'appelle plus maintenant Géoportail d'ailleurs, depuis peu de temps, il s'appelle Carte IGN. Vous avez donc affiché votre fond de carte IGN et vous allez maintenant faire afficher par-dessus la trace GPX. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre précisément votre parcours, ce qui va vous permettre de voir, par exemple, là où il y a des difficultés, éventuellement un pas d'escalade, il y a des endroits où ça traverse des falaises, ou alors des passages vertigineux, des endroits où les courbes de niveau sont extrêmement resserrées et par exemple où il n'y a pas de végétation, donc on peut s'imaginer que le sentier est comme ça dans la pente, ou alors des passages hors sentier, c'est-à-dire là où sur la carte vous ne verrez pas de sentier dessiné. Donc sur Géoportail, après on peut avoir aussi bien plus d'infos que tout ça, mais ça on en reparlera plus tard dans un autre chapitre. Et si vous utilisez un topo papier, eh bien, vous faites la même chose, vous prenez le topo, vous le lisez ligne à ligne et vous essayez de suivre le parcours sur la carte de la même manière, toujours pareil pour essayer de repérer les difficultés. Je vais maintenant aborder le troisième critère qui est sans aucun doute celui qui est le moins pris en compte par les randonneurs, c'est celui de la saison. Et je trouve ça dommage parce que pour une même rando réalisée à deux saisons différentes, et bien, dans un cas, vous allez peut-être la trouver bien triste et dans l'autre cas, vous allez vous régaler parce que les paysages changent parfois totalement d'une saison à l'autre. Alors pourquoi ils changent? C'est essentiellement, pas uniquement, mais c'est essentiellement à cause de la végétation, et j'entends par végétation aussi bien les arbres que les arbustes, que les buissons, que les fleurs, l'herbe, les cultures. Donc tout est à prendre en compte. Euh, si vous avez bien choisi si vous avez choisi un bon topo ou un bon site de rando, il doit vous indiquer la saison optimale pour réaliser le circuit. Par contre, en absence de cette information, il va vous falloir faire l'analyse par vous-même. Et là, je vais m'adresser essentiellement aux lecteurs et auditeurs de Randonnée Semnol, parce que je vais traiter le cas de notre région, c'est-à-dire l'arrière-pays languedocien, parce que si je me mets à traiter toute la France, on n'est pas près d'avoir fini. Alors nous, dans la région, on a la chance de pouvoir marcher toute l'année dans de bonnes conditions, et en termes de végétation, ça va de l'étage méditerranéen à l'étage montagnard, donc on a absolument toute la gamme. Du coup, c'est quand même dommage de ne pas profiter de cette diversité pour justement marcher au bon endroit au bon moment. Bon alors, comme je vous l'ai dit, pour faire un bon choix en fonction de la saison, il faut savoir quelle végétation on va trouver. Si vous connaissez déjà les lieux, pas de problème, vous savez ce que vous allez voir. Par contre, si vous ne les connaissez pas, eh bien je vais maintenant vous donner quelques outils pour savoir quel type de végétation vous allez trouver en fonction de l'endroit où vous allez. Et c'est là qu'on retrouve notre géoportail. Alors là, on va aller dans l'onglet Cartes, on va aller dans Développement durable énergie, on va aller dans Forêt, et on va afficher la carte forestière V2. En général, elle n'est pas à 100% d'opacité, donc on la met à 100% pour mieux voir. Et là, ça va nous dire quel type de végétation on a à quel endroit, avec des codes couleurs. Et si on ne sait pas, il suffit de cliquer dans une zone. Vous voyez là, ce vert-là, ce sont des chênes sans pervirance, c'est-à-dire des chênes verts. Alors, je vous fais un petit tour très rapide des couleurs. Donc au premier rideau, on a ce mauve là, ce sont les pins d'Alep.
qu'on trouve essentiellement entre Montpellier et Nîmes. Ensuite, un petit peu plus loin, c'est toute la zone des chênes verts. Ça, c'est les deux verts, là, le cacadois et l'autre. Les verts un petit peu plus foncés, ce sont les chênes caducs qu'on trouve un petit peu plus loin dans l'arrière-pays. Le vert clair, ce sont les châtaigniers qu'on trouve ici, c'est le Haut-Languedoc, et ici, évidemment, dans les Cévennes. Les bleus foncés, ce sont des zones de pins laricio, de pins noirs d'Autriche. Les mauves ici, ce sont les pins, je ne me rappelle plus, ce qu'on trouve là dans les Cévennes des Gardons, c'est les pins maritimes, voilà, c'est ça. Une autre sorte de pin, c'est les pins sylvestres qu'on trouve sur les côtes, c'est une autre sorte de mauve. Et puis en altitude, on trouve deux sortes de bleus là. Le gris bleu, ce sont les hêtres, et le bleu clair, ce sont les conifères, c'est-à-dire sapins ou épicéas. Et donc avec tout ça, vous pouvez savoir à peu près ce que vous allez voir en fonction de l'endroit où vous allez. Un autre outil, et c'est toujours avec Géoportail, cette fois-ci on va aller dans l'onglet Cartes, dans Agriculture, et on va faire afficher Carte des sols. Et là ça va nous dire en gros quel type de paysage on a en fonction de l'endroit où on est. Donc là par exemple, pour savoir où on est, on retire ça. Mettons par ici, là, vous voyez qu'on est dans la vallée du Jor. Qu'est-ce qu'on trouve ici, par exemple? Ce mauve, là, c'est quoi? C'est les versants en pente moyenne à fort des plateaux de la montagne noire, châtaigneraies, chênaies, prairies localisées, épicéas. Ici, c'est petits causes de l'Hérault de la montagne noire, crac, 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 chêne vert, chêne pubescent, buis, genevrier. Donc on retrouve, mais avec des zones plus lisibles, on dira, et des choses un peu plus globales, on retrouve les infos de tout à l'heure. Donc c'est un deuxième outil bien utile. Bon, avec tout ça, l'idée c'est donc en hiver d'aller dans les endroits où les arbres ne restent bien verts, c'est-à-dire dans les chênes verts et dans les pinèdes. En été, de se réfugier en altitude, là où il y a des hêtres, des sapins et des épicéas. En automne, de profiter des couleurs. D'abord, vers la mi-octobre, les hêtres et les érables de Montpellier. Début novembre, les châtaigniers. Mi-novembre, les chênes caducs. Et puis au printemps, de suivre l'avancée du printemps en fonction de l'altitude. Ça commence au mois de mars en plaine, et puis ça se termine au mois de juin sur les causses et en montagne. Voilà, j'en ai fini avec le chapitre saison. Donc en résumé, le conseil c'est s'adapter à l'état de la végétation. Si vous connaissez les lieux là où vous allez, il n'y a pas de problème, vous savez ce que vous allez voir. Si vous ne connaissez pas, eh bien, bon, vous pouvez réécouter une partie de ma vidéo, là, cette partie-là, ou sinon utiliser les deux outils que je vous ai fournis. Dernier critère, l'objectif. Alors ça, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez envie de voir. Alors, en fonction de ce que vous avez envie de faire ou de voir, vous aurez donc fait une recherche par mots-clés ou par lieu. Ça va donc vous sortir un certain nombre de topos. Maintenant, la question, ça va être de confirmer que sur ces circuits, vous allez bien trouver ce que vous cherchez. Encore une fois, il faudra choisir le bon site ou le bon topo. Dans ce cas-là, normalement, vous trouverez un descriptif et puis des photos. Et même si c'est un site web, vous trouverez peut-être même une vidéo qui vous permettra de voir vraiment à quoi ressemblent les paysages et si vous allez trouver ce que vous cherchez. S'il n'y a pas ces infos-là, ou si vous voulez en savoir encore davantage, eh bien on va retourner sur Géoportail. Alors je vais choisir une rando sur le Haut-Languedoc qui s'appelle l'arête de Sainte-Trope. Donc je charge le fichier GPX comme on l'a vu précédemment, il s'affiche. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en vue aérienne, c'est-à-dire que le calque cartésien, je vais le mettre à 0, et du coup je passe en vue aérienne. Et là, je vais pouvoir suivre mon parcours pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vois que depuis le village, le début du chemin, c'est quelque chose qui se passe en forêt jusque-là. Ensuite, je vois le sentier qui sort dans des zones plus dégagées. Ensuite, ici, je vois que ça passe dans des zones pas mal rocheuses, donc j'imagine que ce sentier-là, il doit être assez sportif.
effectivement, c'est bien le cas sur le terrain. Tout ça jusque là. Ah, ici, je vois que il faut aller à un endroit. On s'imagine qu'à cet endroit-là, il y a sûrement un point de vue si on a fait un aller-retour. Donc, pour en être sûr, je repasse au niveau de la carte IGN. Je vois qu'effectivement, ici, ainsi que dans toute la montée d'ailleurs, je vais avoir des points de vue sur toute la vallée. Idem d'ailleurs de ce côté-là, ce ne sera pas la même vallée, ce ne sera pas le même point de vue. Effectivement, j'ai des grandes pentes herbeuses là qui vont me donner la vue dans cette direction-là. Ensuite, mon sentier là, il repart en forêt. Ici, de nouveau, on a des endroits dégagés, donc est-ce qu'on va avoir des vues? Oui, on voit bien que ça plonge vers le bas. Ici, on voit qu'on va traverser des zones de dalles inclinées probablement, donc encore une fois, un passage peut-être pas très reposant. Ensuite, on retourne en forêt. Si je passe au 25 000, je vois qu'on est en descente, donc descente en forêt. Ensuite, ici, on est toujours en forêt, mais si on regarde au 25 000, on est à peu près horizontal, en contre-haut du torrent. Jusque là où, de nouveau, on ressort de la forêt. Et on arrive à un truc là, où on voit clairement qu'il y a quelque chose de particulier à cet endroit-là. En effet, c'est ce qu'on appelle le portail de Reconduire, qui est une curiosité géologique majeure. Et on la voit même sur les vues aériennes, c'est comme la muraille de Chine. Et pour finir, on voit qu'on va descendre ici. Alors pourquoi on descend? Parce que si on passe au 25 000, on voit que ça descend. On va descendre dans des zones probablement de bruyère, si c'est la bonne saison. Parce que là, la photo a été prise sûrement au mois d'août, ou quelque chose comme ça. Pour terminer la descente en forêt, et après on rejoint une piste, donc on termine tranquille jusqu'au village. Et puisque je suis sur Géoportage, j'en profite pour vous donner une petite information qu'il faut connaître, qui est bien utile, même si ça n'a rien à voir. Là, je vais faire disparaître la trace GPX parce qu'elle me gêne. C'est que quand on zoome davantage qu'au 25 millième, comme ça, voilà, on fait apparaître des sentiers qui ne sont pas sur la carte 25 millième. C'est comme ça que, vous voyez, là, sur cette arête de Sainte-Eutrope qu'on parcourt, eh ben, il y a bien un sentier qui n'est pas sur la carte 25 000, mais qu'on peut faire apparaître quand on zoome davantage. Donc c'est une bonne astuce à connaître. Un autre moyen d'essayer d'anticiper ce qu'on va voir, c'est d'utiliser Google Maps. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est... Bon là, je vais prendre l'exemple d'une rando qui s'appelle Belvédère de Blandas. Donc je vais faire, comme d'habitude, importer le fichier GPX. Voilà, pour essayer de suivre le parcours au fur et à mesure. Bon, on sait que le départ, il est là. Et parallèlement à ça, on va ouvrir Google Maps. On va se positionner à Blandas et puis on va essayer de faire le même parcours sur Google Maps. Alors pour ça, on va passer en vue aérienne, ce sera plus lisible. Et puis surtout, on va se mettre en Street View. Le départ de ma rando, il est là. Ça correspond à cet endroit-là. Donc déjà, je peux aller voir à quoi ça ressemble. Je vois qu'il y a un parking, qu'il n'y a pas des tonnes de place. Et ça, c'est le départ des sentiers. Donc après, si je suis le parcours, là, je vois qu'on va au Moulin de la Fouxe. Donc on va prendre ce sentier-là pour aller voir les Moulins de la Fouxe. Et là, il y a des gens qui ont fait des photos. Ça tombe bien. J'en ouvre une. Bon, celle-là, à l'intérieur du moulin, c'est pas très intéressant. Celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. On voit qu'on va voir effectivement la résurgence de la vis et que ça a l'air assez sympa comme endroit. Après, mon sentier repart ici, il retombe sur la route là, donc je vais suivre le parcours sur Google Maps. Hop, 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 un bout de piste, on retombe sur la route, on arrive là. Donc, voilà, on sort de là, hop, et on va marcher un tout petit peu sur la route pour reprendre le sentier qui est là. Bon, donc ça me donne une idée un petit peu de ce que je vais voir à cet endroit-là. Bon, je ne vais pas vous faire tout le parcours comme ça, mais vous avez compris le principe. Voilà, j'en ai terminé avec ce dernier critère. En résumé, après s'être fixé un objectif et avoir choisi un topo, on peut le vérifier en utilisant Géoportail en vue aérienne ou Google Maps en Street View. Voilà, je pense avoir été complet sur ces 4 critères.
Après, il y a encore d'autres critères annexes, on dira, comme par exemple l'éloignement, c'est-à-dire la distance en voiture, hein. Pour beaucoup de personnes, ça peut être important. La présence des chasseurs. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore moyen de savoir où se situent les battus. C'est quand on est sur place qu'on se rend compte. Il y a des études en cours pour des applications sur ce sujet. Également, par exemple, après des puits cévenols, se renseigner sur les rivières en crue, ou après des chutes de neige, se renseigner sur l'enneigement. Peut-être d'autres critères aussi, qui vous sont propres et auxquels je ne pense pas. Et maintenant, pour finir, et comme promis au début, je vais vous présenter quelques topos papier et quelques sites internet. Concernant les topos papier, il n'y a plus beaucoup de collections disponibles, hein. Il reste guère plus que les Glénat, les Chamina, les FFRP. Donc ça, c'est les Glénat. Le problème, c'est que, comme tous les topos papier, évidemment, donc pas de traces GPX, très peu de photos. Là, on voit il manque des infos comme l'IBP, la saison. Puis la carte est d'une très grande imprécision et le descriptif aussi, donc c'est assez moyen. Alors ensuite, il y a les Chamina, là c'est déjà un peu mieux. Ce qui est bien, c'est que c'est une carte hygiène, même si elle est toute petite. Alors c'est sur celui-là qu'avant il y avait que le point haut, point bas et pas des nivelés cumulés, mais là maintenant ils l'ont quand même rajouté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des infos sur le patrimoine. Donc ça c'est assez sympa. Et celui-là, donc c'est celui de la Fédé avec tous les PR balisés. Donc c'est assez semblable à Chamina, avec l'avantage c'est que la carte hygiène est plus grosse, donc plus lisible, qu'il y a un chapitre sur les difficultés, donc les types de terrain, les difficultés qu'on peut rencontrer, donc ça c'est intéressant. Par contre, il n'y a toujours pas d'IBP, ce qui est assez curieux de la part de la Fédé qui pourtant soutient ce projet. Maintenant les sites internet, j'en ai sélectionné 7. Alors Rando Grand Causse, ce qui est bien c'est qu'il y a des mots-clés, il y a des infos sur le balisage. Ce qui est moins bien c'est que c'est pas une vraie carte hygiène. Il n'y a toujours pas d'IBP, pas d'infos sur la saison évidemment, des descriptifs un peu courts et que les photos c'est uniquement sur les thèmes. Il y a aussi Rando Cévennes-Lozère sur le même modèle, ça doit être le même Webmaster. Ça c'est Rando Gorge du Tarn, alors c'est à peu près comparable au précédent, sauf que là au niveau de la présentation c'est un petit peu difficile à lire parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et c'est un petit peu mieux parce qu'il y a des photos sous forme de diaporama. Alors ici on arrive sur un site de particulier, Famille Duval. C'est un site qui se veut exhaustif, alors en effet on trouve absolument toutes les infos dont j'ai parlé dans cette vidéo, y compris les saisons recommandées. On trouve aussi une vidéo, on trouve des tas de photos. La seule chose qui manque, c'est un topo détaillé décrivant le parcours. Alors je viens de vous présenter 3 sites locaux, maintenant je vais vous présenter 2 sites généralistes. Le premier c'est AllTrail, c'est plutôt pas mal, sauf que là au début j'adore le 3h13 de temps de parcours. Ça me fait rire. C'est assez complet, sauf qu'il n'y a pas vraiment de descriptif du parcours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des commentaires. Ça, c'est vraiment un point très positif. Par contre, ce n'est pas une carte IGN et il n'y a toujours pas les infos ni d'IBP ni de saisonnalité. Et je termine par Altitude Rando. C'est du même acabit que AllTrail, avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire pas de carte hygiène, pas d'IBP, pas de saisonnalité. Un petit plus, c'est qu'il y a la date à laquelle a été parcourue la rando. Et puis, bien sûr, il y a Randonnée Cévenol, le site de votre serviteur, qui essaye d'être le plus complet possible et que vous connaissez certainement si vous regardez cette vidéo. Alors, bien évidemment, les sites dont je viens de vous parler ont tous un point commun, c'est celui de pouvoir choisir sa rando selon des critères, et notamment selon les critères dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo. Ça, c'est vraiment la base pour que ce soit des bons sites. Par ailleurs, cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, et puis j'ai traité tout ça assez rapidement, hein. C'était juste, disons, pour vous orienter. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Si vous avez résisté jusqu'au bout, eh bien, j'espère que je vous aurai apporté des infos, des conseils, des outils, et que vous pourrez désormais optimiser vos choix de randonnée. Allez, bonne balade!